C'est un fait, l'homme est aujourd'hui partout présent sur Terre, et ce, même dans les endroits les plus inhospitaliers. Pourtant, nous nous déplaçons sans cesse, nous marchons, nous naviguons, nous roulons, et même, nous volons. Et ce, pour de très nombreuses raisons, telles qu'un pèlerinage religieux, le commerce, le tourisme, ou tout simplement l'espoir d'une meilleure vie. Mais quelle que soit leur raison initiale, les migrations ne sont pas un phénomène récent. Et d'ailleurs, nous sommes tous les héritiers de précédents mélanges qui ont ainsi créé la richesse de la diversité humaine actuelle. Cependant, une question subsiste. Cela ne nous dit pas pourquoi l'homme s'est-il mis à coloniser le moindre espace. Car avant d'entrer dans la période que nous connaissons actuellement, il a bien fallu qu'il s'y rende. Remontons le temps à nos débuts. Nous sommes en Afrique de l'Est, il y a 200 000 ans. Notre mobilité est quasi inhérente à nos origines et à notre espèce, puisque l'homme anatomiquement moderne se répandit rapidement à travers tout le continent africain. L'homme est à l'époque un chasseur-cueilleur, un nomade, qui évolue dans de petits groupes dépassant rarement la dizaine d'individus, et se déplaçant constamment au fur et à mesure des aléas climatiques. Très vite, il peuplera les différentes contrées, emportant avec lui ses mythes, ses langues et ses gènes. C'est ainsi qu'il y a 100 000 ans, il arrivera au Proche-Orient. Et plus le temps passe, plus l'expansion s'accélère. 80 000 ans, il est en Asie. 50 000 ans, il atteint l'Australie par voie navale. 40 000 ans, il arrive en Europe. Et c'est finalement il y a 15 000 ans qu'il atteint les Amériques. Mais comment expliquer cette migration ? Ce ne fut probablement pas une histoire de démographie. Et bien qu'elle fût croissante, on estime la population mondiale il y a 10 000 ans à environ 2 millions d'individus, dont les 2 tiers se trouvent en Afrique et en Asie. Un manque de ressources alors ? Probablement pas vu la démographie. Mais dans ce cas, où trouver les réponses ? Peut-être là où la migration fut la plus visible et la plus spectaculaire. En 1952, en Nouvelle-Calédonie, l'archéologue américain Edward Gifford identifie au lieu-dit de Lapita différents tessons d'une étrange céramique orangée déjà connue depuis une 50aine d'années. Après les avoir datés avec la nouvelle technique du radiocarbone, les dates tombent, 800 avant notre ère. Personne à l'époque n'imaginait une présence aussi ancienne de l'homme dans le Pacifique. Mais par la suite, les chercheurs purent reconstituer cette mystérieuse origine. Vers 3500 avant notre ère, sur l'actuelle île de Taïwan, commença l'une des plus grandes aventures maritimes de l'humanité. Les choses ont alors bien changé depuis les temps paléolithiques. Et sauf certains isolats de population, l'homme est alors sédentarisé. Et ceux de Taïwan ne font pas exception. Ils possèdent alors l'agriculture et l'élevage. Et pourtant, certaines personnes, alors bien installées, vont se mettre en mouvement. Cette migration est alors celle d'un peuple que l'on nomme les Austronésiens, que la linguistique comparée a permis d'identifier. À l'époque, l'île de Taïwan échangeait par voie navale avec toute l'Asie du Sud-Est, en particulier la néphrite et le jade, des roches alors très prisées. C'est alors qu'à partir de grandes pirogues à balancier, les Austronésiens vont s'embarquer pour coloniser de terres nouvelles, mais sans pour autant envahir de façon violente les territoires des autres populations, diffusant ainsi leur langue. Ce seront d'ailleurs eux qui peupleront Madagascar en 300 de notre ère. Mais bien avant ça, certains Austronésiens avaient migré vers le sud et avaient atteint les Philippines 2000 ans avant notre ère. Et quelques siècles plus tard, ils atteignirent la Nouvelle-Guinée et l'archipel Bismarck. Là-bas, ils cohabiteront même avec certaines populations locales, notamment des Papous et des Sépiques. Et par la suite, une culture propre naquit de cette union, celle tout justement nommée le complexe culturel Lapita. L'aventure aurait pu en rester là, mais les Lapita vont continuer la traversée du Pacifique. Ces populations n'ont laissé que très peu de traces archéologiques, premièrement en raison de l'acidité des sols, détruisant ainsi les différents vestiges, mais surtout parce qu'ils utilisaient des matériaux périssables. Ils vivaient probablement dans des maisons sur pilotis, comme à Talepak et Malais, et pratiquaient des cérémonies funéraires pour le moins originales, puisqu'ils enlevaient le crâne des défunts, comme le montre le site de Teuma au Vanuatu. Cependant, on perçoit leur arrivée à travers la fameuse céramique orangée qui est richement décorée et que l'on retrouve sur toute leur ère d'expansion. Partis vers 1500 avant notre ère des îles Bismarck, ils arriveront rapidement dans les îles Salomon, où de là, l'horizon et les terres lointaines ne sont plus visibles. Ils atteindront le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie vers 1200, et c'est finalement vers 900 qu'ils atteindront la région des Fidji, puis celle des Samoa. On observe, à l'apparition de ce complexe culturel, différentes familles de motifs sur les céramiques en question, qui tendront peu à peu à s'uniformiser, puis à disparaître. Certains chercheurs y voient une domination progressive d'un clan sur un autre,
car bien que les différentes implantations étaient séparées par l'océan, les communautés, elles, n'eurent de cesse d'échanger entre elles, entre colonies mères et colonies filles, agençant ainsi un vaste réseau complexe et connecté. Il y a à ce jour plus de 250 sites Lapita répertoriés, mais quelle que soit la structure sociale des Lapita, les raisons de cette étrange progression géographique n'apparaissent pas à première vue. Car si dans certaines îles, ils en viennent à détruire tout l'écosystème, en y consommant toutes les ressources disponibles, et conduisant à l'extinction de différents reptiles et d'oiseaux géants, appelés mégapodes, il y a d'autres endroits où, à peine arrivés, la génération suivante se met en route vers de nouvelles terres à coloniser en ayant à peine modifié leur milieu. Le seul critère d'implantation étant des points d'eau douce près de la mer, il n'y avait donc ni de vrais problèmes de ressources ni de vrais problèmes de place. Ce ne fut qu'à partir d'occupations fixes que l'agriculture devint une nécessité. Mais par la suite, les Lapita stopperont leur avancée vers l'est, du même temps que leur culture s'estompera. Cependant, elle évoluera au fil du temps, et donnera par exemple le système clanique des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, tandis que d'autres héritiers des Lapita reprirent finalement la mer. Ils développèrent leur pirogue à balancier et inventèrent ainsi le catamaran, un navire extrêmement performant, pouvant ainsi traverser de plus larges distances sur l'océan. Mais leurs grandes connaissances maritimes se mesurent également à travers leur cadre en bois, qu'ils utilisaient comme carte de navigation, indiquant position des îles, courant marin et position des étoiles. Ce système de repérage extrêmement efficace est appelé le système ETAC. Ainsi, ce seront ces navigateurs qui peupleront la Polynésie. Ils arriveront à Tahiti vers 500 de notre ère, tandis que d'autres partiront à la découverte de nouveaux territoires à coloniser. Ils arriveront ainsi à Hawaï vers 800 de notre ère, puis sur l'île de Pâques, également appelée Rapa Nui, vers 900. Enfin, certains rebrousseront chemin, et iront ainsi coloniser la Nouvelle-Zélande vers 1300 de notre ère. De plus, il est quasi certain que les Polynésiens se sont rendus jusqu'en Amérique du Sud, et là-bas, ils auraient rapporté la patate douce, alors absente d'Océanie. Cette région du globe est délimitée par différentes lignes biologiques, notamment celle de Wallace, limitant ainsi l'apport de nouvelles sources de nourriture. Le fait que les Polynésiens, et avant eux leurs ancêtres austronésiens, embarquent différentes ressources lors de leur voyage, démontre qu'ils n'étaient pas sûrs de trouver de quoi se nourrir lors de leur arrivée. De plus, l'environnement parfois hostile alliant cyclones, séismes, volcanisme et sécheresse ne les apportant pas découragés de partir. Mais alors, comment expliquer cette grande aventure du Pacifique des Austronésiens ? On voit qu'il y a probablement un modèle d'ordre économique au début, mais l'argument économique n'est pas suffisant. De même que l'argument entre guillemets démographique ou politique a du mal à tenir sur des distances aussi grandes. L'argument religieux, comment vous voyez ça archéologiquement ? Ce qui est certain, c'est que on a affaire à un mouvement de population où la progression géographique est inscrite dans le code social. Ainsi, une telle configuration, bâtie autour de la migration, implique une organisation sociale extrêmement complexe. Qu'ils fussent austronésiens, Lapita ou encore polynésiens, ils devaient tous choisir qui construirait les pirogues, qui fournirait les ressources nécessaires à la traversée, qui resterait et enfin, qui partirait. Les différentes sociétés polynésiennes qui découlèrent de ce grand périple ont ainsi transmis à travers un tronc culturel commun l'importance du voyage, que ce soit dans leur mythe, dans l'art du tatouage ou dans celui du tapa. Mais elles ont également développé des éléments culturels qui leur sont propres. On peut ainsi évoquer les grandes cérémonies rituelles d'Hawaï ou de Tahiti, mais également l'importance du guerrier chez les Maoris. Sans oublier bien sûr les grandes statues Moai de l'île de Pâques, qui sont en réalité des tikis, soit des statues ayant des vertus protectrices communes à toutes les cultures polynésiennes. La colonisation européenne, survenue à partir de la fin du XVIIIe siècle, causa d'énormes dégâts, qu'ils soient microbiens ou culturels. Mais la culture polynésienne fut néanmoins préservée, que ce soit de manière détournée ou de manière intacte. Le peuplement du Pacifique est aussi impressionnant que mystérieux, mais il montre que l'homme, par sa volonté, est capable d'accomplir de grandes prouesses. Et preuve en est, la grande famille des langues austronésiennes couvre aujourd'hui la moitié de la surface du globe. Et même si la migration est un phénomène commun chez toutes les espèces animales, l'homme, lui, est la seule espèce capable de migrer par sa propre volonté. La meilleure preuve est la navigation,
dont les origines sont bien plus anciennes qu'on pourrait le penser. Les peintures rupestres aborigènes de Bradshaw, en Australie, datées à 50 000 ans, montrent que les embarcations de l'époque n'étaient pas de frêles esquifs. Les peintures rupestres de Pedra Forada, au Brésil, ont elles été datées à 40 000 ans. Un site controversé, mais certains chercheurs envisagent un premier peuplement de l'Amérique du Sud bien plus tôt qu'on pourrait le penser, par voie navale et depuis l'Afrique. Mais quoi qu'il en soit, on comprend mieux comment l'homme s'est répandu sur toute la planète. Oui, mais à quel prix ? Sapiens ne fut pas le premier homme à sortir d'Afrique, et notre ancêtre Homo erectus nous avait précédé il y a environ 1 million d'années. Il avait ainsi donné naissance à différentes espèces d'hommes. Autrement dit, il y eut d'autres humanités que la nôtre. Mais lorsque Sapiens commença sa migration, tout changea. Et même si nous échangeâmes quelques gènes, notamment avec Néandertal en Europe et au Proche-Orient, ainsi que Denisova en Asie, ces autres espèces d'hommes finiront par disparaître. Et curieusement, cela correspond avec l'avancée de Sapiens. Et ce que les raisons soient du fait de la violence, de pression démographique, d'épidémies, ou tout simplement en changeant l'écosystème lors de notre arrivée. Car les disparitions eurent également lieu dans les grandes faunes du Paléolithique. L'homme ne les a peut-être pas forcément tués directement, mais il l'a sans doute fait en bouleversant leur environnement. L'homme est également la seule espèce capable de migrer dans tous les écosystèmes, lui conférant ainsi un pouvoir écologique immense, même à la préhistoire. Alors pensez à l'impact que nous avons aujourd'hui, sachant que la société humaine n'a jamais été aussi énergivore. En polluant et en abusant des ressources terrestres, nous cherchons une croissance infinie sur une Terre dont les ressources sont limitées, ce qui agit bien évidemment sur la biodiversité. Le paléoanthropologue Pascal Pic, ainsi que d'autres chercheurs, rappellent que nous coévoluons avec les autres espèces, qu'elles soient animales ou végétales, et que si nous ne faisons rien, la Terre aura bientôt une situation écologique d'il y a 300 millions d'années. Certes, les nouvelles technologies pourront nous aider, mais c'est en changeant notre manière de penser que nous y parviendrons. Cependant, il faut faire vite, car nous impactons déjà les autres sociétés que la nôtre, et en perdant leur savoir, nous perdons une part de nous-mêmes. Mais c'est en prenant conscience de notre nature que nous y parviendrons. Et les migrations sont peut-être le meilleur exemple à cela. C'est ce qui nous a permis depuis nos premiers pas de gravir des sommets et de traverser des océans. Quelles que soient les distances, quels que soient les climats, et ce, jusqu'aux cieux, jusqu'à nos débuts dans la conquête spatiale. Et vers les confins de l'univers qui nous restent encore à explorer.